bonjour à tous. Je suis très content de vous présenter les résultats de ma thèse qui portait sur l'analyse rétrospective de l'impact de la réunion de concertation pluridisciplinaire liée à la sclérodermie systémique au CHU de Bordeaux. En bref rappel, il s'agit d'une RCP qui a été mise en place en 2015, qui s'est intégrée dès sa création dans le réseau en 2017. C'est des réunions qui sont mensuelles, comme ça a déjà été dit, qui se tiennent en visioconférence et qui sont qui impliquent en tout cas tous les praticiens qui s'occupent de patients dans la région atteints de sclérodermie systémique qui rencontrent des difficultés dans leur prise en charge, soit diagnostique, soit thérapeutique. Et donc mon travail s'est intéressé principalement à la période d'études 2017, donc septembre 2017 jusqu'à décembre 2023, avec un recueil de l'ensemble des patients qui ont été présentés en RCP durant cette période. Donc la fiche d'inscription, je ne vais pas vraiment y revenir, mais bon, vous voyez, elle est quand même assez détaillée, elle est disponible sur le site du réseau. Elle permet d'avoir l'ensemble des informations nécessaires pour rendre un avis éclairé à l'issue de cette RCP. Et surtout, elle permet également de rendre l'avis, d'avoir un dossier papier où l'avis de la RCP est rendu et inclus ensuite dans le dossier médical des patients pour avoir une traçabilité de ces décisions ensuite par ailleurs. Donc moi, mon travail finalement a consisté à recueillir ces données, donc d'abord par la consultation de ces fameuses fiches d'inscription à RCP et ensuite par la consultation des dossiers informatisés des patients. Et donc l'ensemble de ces informations ont été recueillies, donc les antécédents, l'histoire de la maladie, les examens réalisés, leurs résultats par un clinique, les prises en charge antérieures, notamment les traitements qui avaient déjà été instaurés pour ces patients, la problématique posée par ces patients et la proposition de la RCP. Et ensuite, en plus de ce recueil, il y avait un suivi des malades. Donc, la première objectif de ce suivi, c'était de savoir, d'une part, que devenaient les avis de cette RCP, est-ce qu'ils étaient suivis ou pas, et sinon, pour quelles raisons, si on pouvait retrouver une raison. Et ensuite, l'intérêt, c'était de suivre ces patients à 1 an de la présentation pour voir un petit peu ce qu'ils devenaient. Donc, au total, sur la période d'intérêt, ça représentait 55 RCP. C'est 189 fiches d'inscription pour un total de 131 patients quand même. C'est surtout des patients qui étaient présentés à une seule reprise pour les 2 tiers d'entre eux, et puis avec 30% des patients qui étaient assez compliqués, qui nécessitaient plusieurs présentations. C'était surtout des décisions thérapeutiques pour 2 tiers d'entre eux, et c'était des patients qui avaient un diagnostic relativement récent, puisque le suivi en médiane était de 2 ans entre le diagnostic et la présentation en RCP. Donc sur ce graphique, 2 informations importantes. Donc d'une part, sur la période d'études, on voit quand même qu'il y a une augmentation au cours des années des fichiers présentés, uniquement ralenti en 2020 par l'épidémie de SARS-CoV-2. Et l'autre information, c'est qu'on voit en orange clair, il y a une participation de plus en plus importante des centres hospitaliers de la région, jusqu'à représenter plus de la moitié des fiches présentées, des patients présentés sur la dernière année. Juste une petite diapo pour montrer également que la répartition dans la région est assez homogène, assez large, et il y a de plus en plus de centres qui nous sollicitent ou qui participent en tout cas à ces RCP, c'est très appréciable. Sur les caractéristiques des patients à l'inclusion, donc rapidement, on avait quand même la sensation que c'était évidemment des patients un peu plus sévères qui nécessitaient ces avis spécialisés en RCP. Donc quelques données, des patients quand même un petit peu âgés, avec une médiane autour de 63 ans, plutôt des femmes à 70%, c'était assez attendu. Des formes plutôt limitées dans la majorité des cas, en plus de 55% des cas, et principalement des atteintes pulmonaires, donc qui étaient quand même assez importantes, avec des piles retrouvées chez un peu plus de 2 tiers des patients, notamment un peu plus de la moitié, à peu près la moitié qui avait une forme fibrosante, et avec des chiffres sur les EFR qui étaient assez altérés, avec une DLCO médiane à 50% de la théorique, une CVF qui était relativement conservée autour de 84% de la théorique. Dans les autres informations, ils avaient tous évidemment des ETT au diagnostic et dans le cours du suivi, avec des PAPS médians autour de 30, une FEG, comme on l'a déjà vu, qui n'est pas très altérée chez ces patients, puisqu'elle était à 64% en médiane. Et ensuite, donc il y avait peu d'atteintes rénales qui sont assez rares, moins de 5%. Ce qui était intéressant, c'était aussi les marqueurs biologiques, avec une CRP médiane qui était à 4,3, mais quand même plus de 25% des patients qui présentent un profil inflammatoire
avec une CRP supérieure à 10, qui est un facteur de mauvais pronostic, et sur le plan de la signature immunologique, une prépondérance des anticorps anti-SL70, qui sont associés aussi à un pronostic plus mauvais, associé également à un pourcentage important de patients qui présentaient des ARN Pol3, également associé à un mauvais pronostic chez ces patients, également un petit peu moins de 10% des patients qui présentaient un diagnostic concomitant au diagnostic également d'une néoplasie active et donc des formes paranéoplasiques. Donc sur ce graphique, donc on peut voir l'ensemble des propositions thérapeutiques qui ont été émises par la RCP sur ces 7 ans, tout patient confondu. Donc la première chose à voir, donc, outre le fait que l'arsenal thérapeutique s'est quand même assez étoffé au cours de ces années-là, on voit ici donc en gris que le cyclophosphamide a quand même franchement diminué avec une proposition de prescription qui est quasiment disparue sur les dernières années, au profit notamment des biothérapies, donc tocilizumab en gris et rituximab en rouge, avec en dessous en orange le mycophénol mofétil qui s'est plutôt bien stabilisé sur ces années, initialement plutôt prescrit en relais d'un traitement par cyclophosphamide et puis ensuite en première intention, notamment les atteintes pulmonaires. On peut également noter, bon, ça reste un peu plus à la marge, l'apparition à partir de 2020 des traitements antifibrosants qui restent cantonnés à de rares cas, donc entre 5 et 10% des patients. Pour ce qui est du suivi des propositions thérapeutiques, donc à 1 an, la plupart des patients ont bénéficié de la prise en charge proposée par la RCP. On voit qu'il y avait un peu moins de 8% des patients qui n'avaient pas qui ne bénéficiaient pas de la prise en charge proposée par la RCP. La plupart du temps, c'était à l'initiative du patient qui refusait la proposition thérapeutique. On peut également noter quand même qu'il y avait environ 7% des patients qui étaient obligés d'arrêter les traitements proposés, notamment du fait d'effets indésirables, et c'était notamment le cas pour des patients qui présentaient des effets indésirables digestifs sous mycophénolate mofétil, plus ou moins associés en antédanie. Alors pour ce qui est du suivi des patients, donc il était globalement, ça nous a un peu conforté dans l'idée que c'était des patients quand même assez sévères, parce que tout patient confondu, il y avait quand même une proportion d'évolution défavorable à 1 an qui était autour de 37-38%, avec, bon, comme attendu, une disparité importante. Les patients qui étaient présentés principalement pour des atteintes cutanées, articulaires, ou des atteintes vasculaires périphériques au premier plan, ils avaient plutôt un bon pronostic. Et à l'inverse, bon, c'est pas vraiment un scoop, mais les patients qui avaient une hypertension pulmonaire, une atteinte cardiaque et une atteinte digestive, parfois une atteinte très sévère, avaient un pronostic également plus mauvais à 1 an. Et d'autres atteintes qui étaient assez hétérogènes, notamment l'atteinte pulmonaire, où c'était un petit peu plus partagé. Et la dernière information de ce travail, c'est une information importante, c'est qu'on a démontré quand même que l'intérêt notamment de la présentation de ces patients sévères en RCP sclérodermique, c'est que ces patients-là, il y en avait quand même, dans les patients qui avaient suivi les recommandations, moins d'évolution défavorable par rapport à les patients qui n'avaient pas suivi les recommandations pour X ou Y raison, avec un bénéfice a priori des patients présentés en RCP. Donc en pratique, la participation, je ne vais pas revenir dessus, mais les fiches sont disponibles effectivement sur le site du réseau. Elles doivent être remplies évidemment de façon la plus exhaustive possible, évidemment. Elles doivent être ensuite retransmises aux coordonnateurs, donc qui sont le professeur Trucheté pour la rhumatologie et le professeur Sénéchal, également dermatologue, qui co-coordonne cette RCP. Et donc cette évaluation, donc elle est un peu le reflet des évolutions thérapeutiques et des évolutions des recommandations au cours de ces 7 dernières années. Ça fait partie de l'évaluation de ces RCP, ça fait partie des critères qualité requises par les autorités de santé. Probablement que ce traitement devra être, que cette évaluation devra être réitérée dans quelques années parce que les pratiques vont continuer à évoluer. Donc en conclusion, cette RCP nous semblait répondre, au vu du nombre croissant de présentations, à un besoin médical qui est présent sur le territoire. Je ne suis pas revenu dessus, mais elle était adaptée dans les propositions thérapeutiques formulées aux recommandations quand elles sont disponibles, parce qu'il y a des atteintes, on a vu les atteintes musculaires, les atteintes cardiaques spécifiques, les atteintes vénulaires qui ne disposent pas vraiment de recommandations. Et elle est suivie en grande partie par les patients et par les équipes médicales qui suivent les patients. Et le suivi à 1 an a l'air de confirmer quand même l'atteinte sévère de ces patients et le bénéfice qu'ils peuvent retirer de la discussion multidisciplinaire en RCP. Je vous remercie.